Salut les potes! Maintenant que j'en ai fini avec l'histoire des classes, je compte bien m'attaquer à d'autres sujets de l'univers de Terraria. Et s'il y a bien quelque chose dont j'ai envie de parler, c'est ces entités qui servent de point de repère dans la progression du jeu. Ces monstres dont tout le monde parle depuis la sortie, que ça soit leur introduction d'un point de vue chronologique, à quoi ils servent au niveau du gameplay ou quelle est leur place au sein du lore. Penchons-nous ensemble sur l'histoire des boss. Terraria Alpha. Pour une fois, on va commencer notre histoire avant la sortie du jeu, car on a énormément de renseignements sur la version alpha de Terraria, que ce soit via Redigit lui-même sur la chaîne de Relogic, ou via les nombreux vidéastes qui ont décidé de présenter le jeu sur YouTube avant même sa sortie officielle. Mention spéciale à la chaîne de Irimir, véritable légende dans la communauté, qui a publié dès la sortie du jeu tout ce qu'il y avait à savoir sur la version 1.0, mais également 3 gameplays en alpha qui vont nous intéresser aujourd'hui. C'est le 18 avril 2011, un mois avant la sortie de Terraria, que sort son tout premier trailer. On y voit un jeu d'exploration où le joueur, au sprite visiblement très inspiré des Final Fantasy 4 et 5, peut modifier le terrain à sa convenance dans un monde aux environnements variés dans lequel on peut jouer avec ses amis et laisser parler sa créativité. Et en fin de trailer, nous est fait l'introduction de 3 plus gros monstres qui sont tous nommés l'œil de Cthulhu, l'Eater of World et Skeletron. Ils ne sont même pas encore catégorisés comme étant des boss, juste des menaces qu'il faut affronter au même titre que l'armée de gobelins. C'est 4 jours plus tard que Redigit présente sur sa chaîne l'épisode 22 de son let's play sur Terraria Alpha. Accompagné de Blue, son ami et assistant de production, ils vont affronter l'œil de Cthulhu et le présenter officiellement en tant que premier boss du jeu. L'œil de Cthulhu, l'Eater of World et Skeletron sont donc les 3 premiers boss de l'histoire de Terraria. Mais ils n'ont pas tous été créés les 3 en même temps. Le développement de la 1.0 s'est étalé de janvier 2011 à mai 2011. Et tous les ajouts ont été recensés au fur et à mesure dans différentes versions du jeu. On peut donc savoir que le premier boss à avoir été créé est l'œil de Cthulhu, en janvier dans la version 0.2. Le deuxième l'Eater of World en février dans la version 0.3.5. Et enfin Skeletron a été ajouté en mars dans la version 0.5.5. Marrant de voir que l'ordre de création suit simplement la progression du jeu, ce qui est finalement assez logique, car on apprend dans ses notes que l'aventure était divisée en 3 tiers. Les équipements en métaux de base et l'œil de Cthulhu, la météorite, la démonite et l'Eater of World, et enfin le donjon, la jungle souterraine des enfers et Skeletron. Mais même si l'œil de Cthulhu semble inférieur à Skeletron, on peut remarquer qu'il a pas mal plus de vie. 4000 PV pour 3000 chez Skeletron. Les 3 boss ont également la particularité de lâcher chacun des cristaux de vie à leur mort. Mais assez parlé de l'alpha, voyons voir ce que tout ça donne une fois le jeu sorti. 1.0.0. Ça y est, le 16 mai 2011, Terraria sort officiellement. Le jeu démarre bien et plein de joueurs du monde entier vont pouvoir découvrir cet univers à la fois unique et si représentatif des jeux vidéo qu'on a tous l'habitude de voir. L'ordre des boss de l'alpha se confirme. L'œil est le premier, l'Eater of World le deuxième et Skeletron le troisième. Enfin ça, c'est en termes de continuité logique, parce qu'en réalité, il est tout à fait possible de les affronter dans l'ordre que l'on souhaite. On remarque déjà quelques changements avec cet 1.0. L'œil de Cthulhu passe de 4000 à 3000 PV et Skeletron double sa vie en passant à 6000. Rien qu'avec ces changements, on voit la volonté de Relogic de placer Skeletron en boss final. Mais à quoi servent-ils vraiment ces boss? Et comment les affronter? L'œil de Cthulhu peut apparaître naturellement les nuits lorsque le joueur possède un certain nombre de vies. Il peut également être invoqué directement par le joueur en utilisant un œil suspicieux, un objet qui peut être fabriqué à un hôtel de démons à partir de lentilles. Les lentilles étant des drops des yeux de démons, le joueur doit d'abord être capable de se défendre la nuit ou d'avoir avancé un peu dans le jeu avant de pouvoir affronter le boss. Ce premier boss est finalement un très bon challenge pour les joueurs débutants. Il met en pratique tout ce qu'il faut apprendre pour se défendre dans le jeu. Il vole, donc le joueur doit être capable d'attaquer à distance et de viser. Il invoque des sbires, le joueur doit donc pouvoir gérer plusieurs monstres en même temps, et il dash, tout particulièrement lors de la deuxième phase. Le joueur doit donc pouvoir se déplacer pour esquiver les attaques. Bref, c'est du game design de base, le boss est parfait pour ce qu'il doit être. A noter qu'il ne peut être affronté que la nuit, ajoutant une contrainte de temps au joueur. Au niveau des récompenses, il y a bien sûr des pièces, bien plus qu'avec les monstres de base, des potions, des flèches profanes, des graines corrompues et de la démonite. Rien qu'à ce stade, il n'est plus question d'offrir des cristaux de vie à la défaite des boss. Les flèches profanes et les graines corrompues indiquent un lien direct avec la corruption, la prochaine étape de l'aventure, et la démonite permet directement de fabriquer de nouvelles armes supérieures à l'or, qui était jusqu'à cet affrontement le meilleur métal. Mais l'armure et la pioche ne peuvent pas encore être fabriquées, il faudra pour ça vaincre le deuxième boss, l'Eater of World. L'Eater of World est un boss d'une zone bien précise, la corruption, un biome maléfique qui se répand à partir de l'herbe. Dans les zones corrompues, il y a des abîmes qui mènent de temps en temps à des orbes de l'ombre. Elles contiennent des armes et accessoires, c'est donc intéressant de les détruire. Mais attention, si vous en brisez 3, l'Eater of World sera invoqué. Ce boss a la particularité d'être un
vers. En fait, les vers c'est un type de monstre spécifique de Terraria. Ils sont séparés en plusieurs segments, traversent les murs et pourchassent les joueurs jusqu'à la mort. Il en existait 3 types lors de la 1.0, les vers géants des souterrains, les dévoreurs de la corruption et les serpents d'os en enfer. Litter of World est simplement un dévoreur géant. Et en vrai c'est plutôt malin, ça permet de faire un combat de boss très différent du premier en reprenant simplement l'IA d'un monstre de base. Mais Litter of World a une particularité unique, chacun de ses segments a une propre barre de vie et les détruire ne fait que diviser son corps. Il faut donc tous les éliminer pour vaincre le boss. Bien qu'un peu chaotique sans terraforming, l'affrontement est fun et intéressant, complètement différent de celui de l'œil de Cthulhu. Ces drops permettent d'avancer en équipement avec la Shadow Armor et la Nightmare Pickaxe. Et il est grand temps de se diriger vers le donjon. Skeletron est de loin le boss le plus technique du jeu. Sa tête et ses 2 mains forment 3 parties distinctes à éviter et son panel de mouvement est bien plus élargi que chez les autres boss. Pour l'invoquer, il suffit de parler au vieil homme à l'entrée du donjon. Et une fois vaincu, ce dernier devient disponible. Le donjon est un des 3 biomes finaux qui devient alors accessible. Bon, ça c'était pour le gameplay, mais maintenant, qu'en est-il du lore? Parce que tout est intriguant. Pourquoi tous ces yeux la nuit? C'est quoi la corruption? Et pourquoi ce vieil homme est-il maudit? Il faudra attendre des années pour avoir des réponses de Relogic, mais finalement, tout est logique. L'œil de Cthulhu, comme son nom l'indique, il s'agit littéralement de l'œil de Cthulhu. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Cthulhu, ce mythe Lovecraftien extrêmement présent dans la pop culture, mais je vais quand même détailler son rôle dans Terraria, parce qu'il s'agit réellement d'un des personnages les plus importants, si pas le plus important du jeu tout entier. Et il se peut qu'il ait failli apparaître dans le jeu bien plus tôt qu'on ne l'imagine. Vous avez peut-être déjà vu cette image. J'ai personnellement longtemps cru qu'il s'agissait d'un fake ou d'un fan art, mais il n'en est rien. C'est un vrai concept art designé par Thiori, l'ancien main artiste des sprites de Terraria. Et on a là la représentation la plus évidente de Cthulhu dans Terraria. Et ça date de la période 1.0, ce qui explique d'ailleurs l'aspect un peu brouillon du sprite, en plus du fait que ça ne soit qu'un concept art. Mais il faudra finalement attendre mars 2013 pour avoir droit à une nouvelle représentation in-game de la créature, même si sa posture de profil face aux joueurs me fait penser qu'il a pu également inspirer un boss de la 1.1. Mais revenons-en au lore. Il y a de cela des années, bien avant les événements du jeu, le demi-dieu Cthulhu chercha à dominer le monde. Mais le clan des Dryades s'y opposa, et une guerre éclata. Cthulhu fut vaincu et plusieurs parties de son corps furent arrachées. Ses yeux, une partie de son cerveau et plusieurs de ses os. Cthulhu, alors très largement affaibli, fut scellé sur la lune par les Dryades utilisant les pouvoirs de 4 piliers célestes. Mais il n'est pas si simple de vaincre un demi-dieu. Alors que Cthulhu préparait son retour, ses fragments de corps arrachés prirent vie dans le but de retrouver leur hôte. Et c'est ainsi que son œil vagabonde les nuits dans l'espoir de retrouver son corps. On apprend également via la description des servants de Cthulhu que les yeux de démons sont directement créés par l'œil lui-même, et que ceux que l'on affronte en combat sont plus faibles car ils viennent simplement d'être créés. Les yeux de démons servent alors de vision multiple pour l'œil de Cthulhu, c'est probablement pour ça qu'il peut observer le joueur à n'importe quel moment du jeu. Bon, ça c'est pour l'œil, mais qu'en est-il des 2 autres boss ? Litter of World, ou le dévoreur de monde, est simplement une créature de la corruption qui aurait pris plus d'ampleur que les autres. C'est un ver gigantesque, purement maléfique, qui creuse des tunnels en dévorant tout sur son passage. Il n'y a pas de connexion directe avec Cthulhu, au-delà de son design présentant une certaine quantité d'yeux, jusqu'à 356 selon le wiki, et sa proximité avec un autre boss dont on parlera plus tard. La vraie question c'est plutôt, qu'est-ce que la corruption? Selon le lore officiel du jeu, je cite, « La corruption est un cancer causé par les péchés de ceux qui vivent dans les mondes de Terraria. Les actions et les pensées viles présentes dans tous les êtres vivants alimentent la croissance de la corruption qui se répand indéfiniment à travers chaque monde. La corruption ne sait rien faire de plus que consumer tout ce qu'elle touche, laissant derrière elle d'horribles créatures faites de haine qui n'existent que pour faire souffrir les êtres vivants et les punir de leurs plaisirs immérités. Après avoir rétabli l'équilibre de la vie, la corruption la détruit dans le but de transformer le monde en un vaste abîme désolé et vidé de toute forme de vie. » Si la corruption et ses entités sont le fruit du mal causé par les êtres vivants, je me demande bien qui aurait pu causer assez de mal pour faire émerger une aussi grosse créature que Litter of World. Sûrement quelqu'un qui aurait pu chercher à dominer le monde ou autre, hein. Et pour ce qui est de Skeletron, on retrouve un lien beaucoup plus direct. Il s'agit simplement d'une partie de son squelette arrachée par les Dryades. Et c'est pas moi qui invente, hein, c'est vraiment des os de Cthulhu officiellement. Bon, faut dire aussi qu'en 1.0, tout n'était pas clair concernant le futur du jeu, il faut bien excuser les quelques incohérences de design. Quoi qu'il en soit, le bestiaire du jeu confirme lui aussi qu'il s'agit des restes de Cthulhu, et sa haine fut si puissante qu'elle laisse derrière elle une malédiction qui hante le donjon. Ça serait la raison pour laquelle tous les habitants du donjon sont devenus des morts vivants. Mais pourquoi la malédiction serait donc liée à ce vieil homme? La théorie la plus probable est qu'il se soit fait simplement maudire en même temps que le donjon, et vu ce qui nous sera présenté dans les futures mises à jour, il était également contrôlé directement par une entité. Mais ça on en reparlera aussi. Et voilà qui conclut l'histoire
l'histoire des boss à la sortie du jeu, en 1.0. Mais c'est pas encore terminé pour aujourd'hui. La 1.0 aura droit à beaucoup de mises à jour apportant de nouveaux contenus. L'une d'entre elles va nous intéresser, la 1.0.4. Quatrième mise à jour du jeu, cette dernière ajoute pas mal de contenu. Une jungle de surface avec ses propres monstres, les premiers animaux amicaux, poissons et lapins, le tailleur en nouveau PNJ, mais surtout un nouveau boss, King Slime. Ouais, c'est juste le roi des slimes, un très gros slime bleu. Il apparaît très rarement à la place des slimes bleus classiques et uniquement dans les extrémités du monde. C'est une sorte de boss surprise bonus. Vu le grand nombre de types de slime présents dans le jeu, ça paraît logique qu'ils aient droit à un boss représentant. Mais du coup, ce King Slime se veut plus simple, c'est vraiment le combat de boss le plus facile du jeu, et ça le restera. C'est tout bêtement un slime qui saute et qui a la particularité de perdre de la masse au fur et à mesure du combat, laissant se détacher de son corps une multitude de slimes bleus. C'est le premier boss du jeu qui peut être affronté peu importe le temps ou le biome. Bien qu'il ne puisse apparaître naturellement qu'en journée, il ne s'en ira pas si la nuit finit par tomber. Il sera considéré dans les versions futures du jeu comme étant le premier boss, celui qu'on affronte plus tôt avant même l'œil de Cthulhu. Et même si c'est complètement logique quand on regarde ses stats ou l'importance de ses drops, eh bien ça n'était pas si simple lors de la 1.0.4. En fait, vu sa rareté à cette époque et le peu d'intérêt qu'avaient ses drops, il était considéré par la communauté comme étant un mini-boss, bien moins important que les trois autres. Il faudra attendre de nombreuses années pour qu'il puisse être affronté bien plus facilement, qu'il soit moins facile à cheese et qu'il ait un réel intérêt en termes de loot. Pour vous dire, même en termes de design, il faisait pitié, alors que maintenant avec sa couronne on comprend tout de suite qu'il s'agit d'un boss. Et ça c'est sans parler de ses futures formes les plus coriaces. Enfin voilà, c'était tout de même sympa en 1.0.4 d'avoir un nouveau boss surprise dans une mise à jour. Et pour son lore, comment dire, bah en fait c'est juste plein de slimes qui se sont assemblés pour former une entité intelligente, voilà. Et par contre pour le ninja à l'intérieur, j'ai jamais compris. Enfin, il y a bien une explication que Redigit a donnée. Alors en fait, il s'agirait du frère du guide qui aurait été englouti par King Slime après avoir perdu contre lui, voilà. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Redigit. Et voilà pour cette première partie sur l'histoire des boss dans Terraria. Depuis le temps que je voulais en parler, je suis bien content d'avoir enfin trouvé la motivation. Faut dire que la sortie de la 1.4.4 et ma nouvelle partie en Legendary Zenith Seed n'y sont pas pour rien. Non sérieux, ce jeu est incroyable, j'y prends toujours autant de plaisir. Mais bref, on se retrouve j'espère bientôt pour la partie 2 qui traitera plus en profondeur de Cthulhu lui-même. Et en attendant, je vous dis à bientôt les potes.